On passe donc à l'étude suivante, qui est l'étude KAERO, avec Sabine Bailly qui nous présente. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Sabine Bailly, je suis directeur de recherche à l'INSERM au sein d'une unité de recherche à Grenoble et on travaille depuis longtemps sur la maladie de Randy-Osler. Et l'objectif de cette étude, c'était de faire aussi une étude de transcriptome de cellules endothéliales de la maladie de Randy-Osler en réponse aux ligands BMP9 et BMP10, et je vais vous expliquer. Donc, c'est un travail en collaboration. C'était fait par une étudiante qui s'appelle Tala Altabosch, en collaboration avec l'équipe de Sophie Dupuy-Giraud à Lyon, Sophie Giraud pour la génétique, et puis tous les centres de compétences Randy-Osler pour les femmes enceintes. Donc, l'objectif, c'était d'isoler d'abord des cellules endothéliales porteuses de la mutation. Les mutations de la maladie de Randy-Osler, c'est des mutations de récepteurs qui sont spécifiquement exprimées à la surface des cellules endothéliales. Donc, c'était de récupérer des cellules endothéliales. Donc, comme je l'ai présenté l'année dernière, on a choisi de travailler sur des cellules endothéliales circulantes. On avait d'abord travaillé sur des cellules endothéliales adultes et les taux de réussite sont très faibles. Et on est passé du coup à des cellules endothéliales qu'on récupère dans le sang de cordon. Et c'est là où on a été obligé de faire appel à toutes les femmes enceintes de Randy-Osler de la région Rhône-Alpes dans le cadre d'un protocole et qui, le jour de l'accouchement, doivent donner un accord et avoir un kit pour le prélèvement de ce sang de cordon et qui doit nous être acheminé à Grenoble ou qu'on va chercher le jour même. À partir de ce sang de cordon, on fait un pancol, on récupère les cellules endothéliales et on les fait adhérer sur une matrice où les cellules endothéliales se sentent bien. Et puis tous les jours, on va enlever le surnageant. Et au bout de 7 jours, normalement, sur du sang de cordon, on doit récupérer un clone de cellules endothéliales qu'on peut alors congeler et étudier dans le laboratoire sans problème. Donc l'objectif, c'était de récupérer 16 sangs de cordon. On en a récupéré 18. Et sur ces 18, on a pu avoir 12 fois des cellules endothéliales. Sur 18, on a 4 contrôles, 6 porteurs de la mutation ALK1, donc la forme HHT2, et 2 porteurs de la mutation endoglyne, mais c'est surtout la mutation ALK1 qui nous intéressait dans cette étude. Et ensuite, ça a été de faire le RNA-seq, donc l'étude du transcriptome, dans 3 cellules contrôles et 2 patients porteurs de la mutation ALK1 en réponse au ligand. Donc, pas juste regarder le taux de base, mais regarder la réponse suite à la mutation de ce récepteur muté, qui en général est un récepteur à activité kinase. Donc, BMP9 et BMP10, ce sont les 2 ligands de ce complexe de récepteurs. Les mutations ALK1, c'est un récepteur de type 1 à activité kinase qui va aller phosphoryler des facteurs de transcription. Et donc, la plupart des mutations dans la maladie de Randy-Osler sont des mutations du domaine kinase, donc incapacité de phosphoryler, et puis des fois du corécepteur d'endoglyne, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a étudié en fait le transcriptome sur les 2 premiers lignées qu'on a obtenues, puis ensuite on a essayé de le valider sur les autres. Donc, c'est soit une mutation non-sens qui donne une protéine tronquée, donc pas de domaine kinase et probablement pas d'expression à la membrane, et puis une mutation faux sens dans le domaine kinase. On a un système de tests fonctionnels au laboratoire qu'on a pu mettre au point, et donc on peut tester si une mutation est fonctionnelle ou pas. Et bien sûr, on a vérifié que les 2 mutations n'entraînaient pas de réponse BMP9, donc on a bien des ALK1 mutés. On a ensuite réalisé le transcriptome. Donc pour ça, on prend ces cellules endothéliales, on les stimule ou non par du BMP9 ou du BMP10 versus des cellules non stimulées. On réalise cette expérience 3 fois. Donc on a des tripliquettes, on stimule pendant 18 heures, on extrait les ARN et ensuite on a donné à séquencer à la société GeneWiz et puis ensuite au laboratoire, on a fait les analyses bioinformatiques. Donc l'année dernière, j'en étais là sur le projet et cette année, depuis, on a fait les analyses bioinformatiques. Donc je vais vous présenter les résultats de cette étude. Donc à chaque fois, c'est assez complexe parce qu'on a des cellules contrôle, des cellules patientes plus ou moins stimulées et on peut faire 9 analyses bioinformatiques à partir de ces 6 groupes. Donc la première qu'on a fait, c'est de comparer d'abord les cellules contrôle versus patients non stimulés pour voir à l'état basal s'il y avait des différences. On n'a pas trouvé pratiquement pas de gènes différentiellement exprimés, ce qui semble montrer que la perte de l'allèle ALK1 ou la mutation n'entraîne pas de variation du transcriptome, en tout cas sur les cellules endothéliales de nouveau-nés. Et donc, on est ensuite passé à des cellules stimulées. Tout d'abord, on a regardé les cellules contrôle, stimulées ou non par du BMP9 ou du BMP10. On identifie à peu près 1200 gènes différentiellement régulés par la stimulation BMP9 ou BMP10.
le nombre est assez identique entre les deux groupes. Et donc ensuite, on a voulu comparer s'il y avait des différences entre BMP9 et BMP10, qui sont deux ligands de forte affinité pour ALK1, mais qui ont des affinités légèrement différentes pour les autres récepteurs de type 2 dans cette voie de transduction. Et ça, c'était un résultat important. On ne trouve aucune différence, en fait. Donc, ça veut dire que BMP9 et BMP10, en tout cas in vitro, induisent exactement les mêmes gènes différentiellement régulés. Donc, ça, c'est plutôt pour l'aspect fondamental. Et ensuite, on s'est un peu intéressé dans toujours les cellules contrôle à ces 1200 gènes. Donc, Pauline a présenté ces volcanoplots dans les RNA-seq qu'on voit souvent. Donc, c'est le taux d'expression par rapport à la p-value. Donc, plus on est haut, plus on a une p-value. Et plus on est sur l'axe X, plus on est fortement dérégulé. On peut voir, par exemple, comme attendu, que BMP9 ici induit fortement la protéine SMAD6, qui est une protéine inhibitrice de la voie de signalisation, avec une p-value très importante et un log de fold change assez important. Puis il y a d'autres protéines d'autres gènes qui sont connus, puis il y en a d'autres qui sont nouveaux sur lesquels on travaille et on fait du gene ontologie un peu pour essayer de comprendre quelles sont leurs fonctions. Et ça, c'est un peu c'est toujours en train d'être réalisé. Et après, ce qui nous intéressait aussi, c'était du coup de comparer la réponse BMP9 à des cellules contrôle versus des cellules de patients porteurs de la mutation ALK1. Dans les cellules patients, on trouve autour de 900 gènes, donc il semble y avoir quand même 30% de gènes qui sont plus régulés dans ces cellules de patients. Ceci dit, quand on fait une droite de corrélation entre les gènes induits par BMP9 chez les patients versus les gènes induits par BMP9 chez les contrôles, on a une très bonne courbe de corrélation avec un R 0,94. Donc, il y a très peu de gènes en fait qui sont régulés différentiellement dans ces cellules mutées. En ce moment, on est en train de regarder ce qu'on est un petit peu déçu. On essaie de regarder ceux qui sont un peu à la marge, soit qui sont spécifiquement régulés chez les patients en rouge ou chez les contrôles en bleu, pour voir s'il y a quand même quelques gènes qui ne seraient pas super intéressants par rapport à la maladie. Mais par contre, donc, le message, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différences de transcriptome sur des cellules contrôle et des cellules mutées. Et ça va m'amener à la conclusion. Donc, on a dans le laboratoire 12 cultures primaires de cellules endothéliales porteuses ou non de la mutation. Et puis, depuis, on a fait aussi des cellules endothéliales de veine ombilicale, puisque maintenant, on a aussi les cordons en plus du sang. Donc, on a maintenant 2 types de cellules endothéliales mutées avec ces mutations ALK1 ou endoglines. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'a priori, le transcriptome de patients cellules endothéliales porteuses d'une mutation ALK1, que ce soit à l'état basal ou en réponse à la stimulation, alors que le ALK1 ne fonctionne pas, ne semble pas très différente. Alors ça irait avec l'hypothèse que l'hétérozygoticité ALK1 ne semble pas être la cause principale de la maladie de Randet-Osler, mais qu'il y aurait un deuxième hit. Donc, il a été proposé en 2019 que ce deuxième hit serait une deuxième mutation du même gène dans les zones touchées. Alors, ça, c'est encore discuté. Hein, on en discute régulièrement. Les généticiens avec qui on discute, dont le docteur Douglas Marchot, qui a publié ça, semble convaincu qu'il faut forcément un deuxième hit dans la zone mutée, dans la téléangiectasie, par exemple. Mais ça peut être aussi un deuxième hit qui pourrait être soit de l'inflammation, soit de l'angiogenèse, puisque dans le Randet-Osler, c'est le nez et la peau qui sont touchés. Voilà. Et donc, ce qui veut dire pour nous, d'un point de vue fondamental, c'est quand même assez surprenant que dans un complexe où un récepteur est fonctionnel et l'autre n'est pas fonctionnel, la réponse est exactement la même. Mais peut-être que ça suffit à induire une réponse. Merci pour votre attention. Vous avez des questions? C'était trop rapide. Je vais pas remercier. Je vais remercier donc je vais remercier la filière Paramulti. On est aussi financé par un contrat européen, VACure. Normalement, il y avait une dernière slide qui n'est pas dans ma dernière version, où il va y avoir un congrès international organisé par VACure, janvier-février l'année prochaine, qui va ressembler beaucoup à la journée anti-angiogénique que nous avons fait en mars, où vraiment on veut mettre, et qui sera organisé par Mika Vicula, parce qu'il est le coordinateur du consortium européen qu'on a. Et ça va être diffusé assez rapidement. Et c'est vrai que on veut vraiment associer cliniciens, recherche fondamentale et préclinique dans ce congrès. Donc, il y avait une diapo, mais c'est pas grave. De présentation, mais on la diffusera à la filière. OK, ben, merci beaucoup. On est un peu déçus du résultat, si je comprends bien. Ben, je ne sais pas. Non, je ne suis pas sûre, parce que c'est une démonstration. Qu'il y a un deuxième hit. Qu'il y a un deuxième hit. Il faut le trouver.
Et pour nous, d'un point de vue fondamental, ça veut dire que dans un récepteur, un allèle non fonctionnel, ça ne gêne pas. Et il y avait des papiers très vieux d'il y a 20 ans qui semblaient indiquer qu'il suffit que les deux récepteurs soient là. Un lit le ligand et puis l'autre, un seul sur deux, est capable de transduire le signal. Donc, c'est peut-être ça qu'on confirme. OK. Et bien, alors à suivre.